Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue aux 20h. Cinquantenaire de la réunification à Bouya, le délai pour la livraison des chantiers est largement dépassé. Les populations dans la région du sud-ouest dénoncent l'amateurisme dans l'exécution des travaux. Permis de conduire soupçon de fraude au centre d'examen DDAS dans le département de la Sanaga-Maritime. Le syndicat des exploitants d'auto-école tire la sonnette d'alarme. Soins de santé au Cameroun, entre l'offre et la demande, le chemin est parsemé d'embûches. Qu'est-ce qui coince? Un médecin est notre invité dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Bonsoir tous, Madame, Monsieur. Ces images de braquage à l'ouverture de la première partie de ce journal. Des hommes lourdement armés ont investi la structure financière Ecobank à l'agence du lieu dit ancien 3e dans la ville de Douala. Ils ont emporté le coffre-fort. La scène s'est déroulée cet après-midi aux environs de 17h. Les présumés braqueurs ont tendu une embuscade aux gendarmes en faction qui s'apprêtaient à réceptionner le coffre-fort. Les deux éléments de l'armée ont reçu des balles dans les jambes alors que les bandits, 3 au total, ont fondu avec le butin dans la nature. Ce braquage, faut-il le rappeler, intervient ce mardi, jour de l'audience de l'affaire sur le braquage de la même banque, agence de Bonaberry, il y a quelques années. Vous vous souvenez certainement que l'agence d'Ecobank de Bonaberry dans l'arrondissement de Douala 4e avait été braquée en mars 2011 par des bandits lourdement armés. L'échange de coups de feu entre les malfrats et les forces de l'ordre avait fait des morts parmi les civils. Ce braquage intervient également après celui perpétré hier dans une microfinance à Akwa dans la ville de Douala. Je vous propose dans l'élément qui va suivre d'écouter quelques témoins de la scène au micro d'Equinox Télévision. Le coffre-fort, les gendarmes sont entrés avec les vigiles de Transvaal, prendre de l'argent. C'est là où maintenant quand ils sortent avec le coffre-fort, ils interceptent directement ce coffre-fort. Maintenant quand les gendarmes veulent riposter, ils ont tiré sur le pied de l'autre et sur la côte de l'autre gendarme. Pardon? Les bandits, ils ont pris fuite. Il y avait une moto là qui les attendait là sur place. Oui, ils sont partis au coffre-fort. En tirant 2 fois en l'air pour faire disparaître la foule. Oui. Et toujours dans la capitale économique du Cameroun, ce mouvement d'humeur observé ce matin au lieu dit entre Camraï, c'est dans la ville de Douala. Les élèves de l'Institut secondaire de technologie en abrégé IST ont envahi la chaussée pour manifester leur mécontentement. Ils dénoncent 3 mois d'absence de cours. Des détails dans ce reportage signé Merveline Tapi. Ils ont décidé d'envahir la place publique pour se faire entendre. Assis à même la chaussée pour certains, ces élèves expriment ainsi leur ras-le-bol. À 3 semaines des examens officiels, les élèves de l'Institut secondaire de technologie disent n'avoir reçu aucun cours depuis environ 3 mois. On a remetté nos 20 000 TD parce qu'on n'a pas fait de TD. On fait le TD. On ne continue les cours jusqu'au 18 mai. On fait les cours. On vous donne 20 000 TD. Le non-paiement des salaires aux enseignants étant la principale cause de cette situation. Il a pris notre salaire, il a fait les financements depuis. Même nos 20 000 de TD qu'on avait donné, nous on n'a pas fait TD. Il a pris là et il a gagné les élections des sénatoriales. Et pendant que nous, on ne fait pas cours. Depuis 3 mois, les professeurs. À cela s'ajoute la non-pratique des travaux dirigés, mais surtout l'absence de matériel didactique pour les épreuves pratiques. Il y a des cours comme les cours de travaux pratiques. Depuis la fin du premier trimestre jusqu'ici, on ne travaille pas. On a été au JPO sans toutefois connaître pratiquer. On a eu à donner l'argent des TD. Jusqu'ici, on n'a pas fait les TD. Éléments d'intervention rapide, police anti-émeute et même le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e ont effectué une descente musclée sur le terrain afin de convaincre ses élèves de libérer la voie publique. Le chef de terre a promis à ces derniers que des solutions concrètes et immédiates seront trouvées face à cette situation qu'il a lui-même critiquée. Les cours iront à partir de demain jusqu'à tous les samedis où les TD seront organisés afin de donner une certaine qualité à ces élèves
pour mieux affronter leurs épreuves de fin d'année. Voilà un peu ramasser la situation. Nous sommes un peu indignés par rapport à ces responsables qui se comportent comme s'ils n'étaient pas des Camerounais. Voilà une autre dénonciation qui vient cette fois-ci de la région du sud-ouest du Cameroun au sujet de la célébration du cinquantenaire de la réunification. Le délai fixé au 31 mars 2013 pour la fin des travaux n'a pas été respecté. Les populations de Buea dans la région du sud-ouest qui accueillent l'événement dénoncent l'amateurisme avec lequel les travaux sont exécutés. Sylvestre Hippolyte Zangao. Alors qu'il devait être achevé depuis le 31 mars dernier, la plupart des travaux liés à la célébration du cinquantenaire de la réunification démarrent juste à Buea. Ici par exemple, la route principale qui dessert la gare routière de Mile 17 est encore en chantier. Pour les populations, les méthodes utilisées pour sa réhabilitation sont à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Trop d'accidents. À peine 2 jours que les travaux ont démarré. Et l'on dénombre déjà autant d'accidents de la circulation. La ville de Buea, affirme les populations, ne réunit pas encore toutes les conditions pour abriter les cérémonies liées à la célébration du cinquantenaire de la réunification. Elles en veulent pour preuve la non-tenue des promesses formulées à leur endroit par les autorités de la ville. L'eau potable se fait toujours rare. Il faut parcourir de longues distances parfois pour se ravitailler. Nous, on ne comprend pas pourquoi ici à Buea, il y a manque d'eau tout le temps, alors que c'est la source. On ne sait pas pourquoi nous appelons les autorités, les responsables de faire un effort, d'essayer de restaurer l'eau à Buea. Certaines personnes vivant à Buea bien avant la réunification ont du mal à comprendre que les chantiers ne soient lancés dans leur ville qu'à la veille de la célébration de cet événement. Things are only being done in a hurry because the president is expected to come. Parce que le président de la République arrive à Buea, que les travaux sont en cours. Pourtant, cela aurait dû être planifié bien avant. Depuis des années, nous souffrons du manque d'eau potable, des coupures d'électricité et bien d'autres choses. Les populations de la ville de Buea sont satisfaites des chantiers en cours dans leur ville, mais elles souhaitent que les promesses qui leur ont été faites par les autorités soient tenues avant l'arrivée du chef de l'État. Examen du permis de conduire. Les candidats affrontent des épreuves depuis quelques jours dans les villes de Nkonsamba et de Yabassi, c'est dans la région du littoral. Seulement, beaucoup d'irrégularités sont constatées. Cyril Djemba, Steve Eboulé et Julingue. Non, vous acceptez seulement la lettre qui correspond. L'examen du permis de conduire en Nkonsamba, dans le département du Mungo, divise les candidats. Certains, malgré les efforts et multiples tractations, n'ont pas pu participer à la composition. Je me sens tellement désolé et même abattu. Parce qu'en réalité, il est inadmissible que je parte de Yaoulé, composant Nkonsamba. J'étais d'abord là la semaine passée, on a dû reporter les examens sous prétexte des élections qui vont avoir lieu dimanche. Je suis franchement déçu de constater que ni mon nom, ni celui d'aucun de ses élèves ne figure sur la liste des candidats. Du côté des responsables d'auto-école, c'est le même étonnement. L'on n'arrive pas à expliquer cette situation qui impacte sur la crédibilité de ces établissements de formation en conduite automobile. Et non seulement qu'en temps c'est coûteux, que ce soit pour l'élève que pour l'école. Ça rend suspect l'école. Toujours dans le littoral, cette fois-ci à Yabassi, dans le Nkam. Dans ce centre d'examen, une centaine d'élèves passent les épreuves écrites de l'examen du permis de conduire. Une étape qui est directement suivie par la pratique. Tour à tour, les élèves répondent aux questions des encadreurs sur le matériel roulant. Le test permet d'évaluer les performances des candidats et de mieux les sensibiliser sur les dangers liés à la conduite approximative. Pour les catégories dites S-tension, je crois que jusqu'à présent, les candidats s'en sortent pas mal, malgré la petite difficulté qu'ils ont à s'adapter au camion. L'examen de permis de conduire est un moyen de pouvoir réduire quand même ce facteur d'insécurité, en rendant les choses un peu plus normales et en faisant que les gens sachent quand même que le pouvons aller sur la route, c'est lui qui est apte à la circulation routière. Des recommandations qu'on espère seront appliquées par les futurs automobilistes.
Et plus grave encore, dans le centre d'examen du permis de conduire à Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, des soupçons de fraude émergent. Les syndicalistes tirent la sonnette d'alarme. Ils viennent d'effectuer un contrôle inopiné dans le 10 centre Rodrigue Ngassi et Viviane Kamwa. L'examen de passage du permis de conduire s'est déroulé sous haute tension dans ce centre. Si les élèves s'attellent à répondre aux questions, ils ignorent cependant les querelles qui entourent cette session. Une dispute occasionnée par la descente inopinée des syndicalistes. Bon, ils nous ont surpris ce matin, nous disant qu'ils viennent observer le déroulement des examens. Bon, on ne peut pas refuser, parce qu'en refusant, c'est comme si on cachait quelque chose. Il est question pour ces derniers de découvrir le flou qui existe derrière l'effectif pléthorique du centre d'EDA. Le premier constat est là. 444 inscrits, mais combien sont donc présents? Difficile à dire car les chiffres se contredisent. Nous avons enregistré pour cette session-ci 444 candidats. Il y a 2 absents. Sur les 444 candidats qui se trouvent sur la liste, nous avons compté 186 présents. Face à l'insistance des syndicalistes, ces derniers se sont vus refuser l'entrée en salle. On nous a empêchés d'accéder dans les salles pour contrôler le déroulement de l'examen. Mais nous avons réussi à faire le décompte des candidats qui ont composé. Autre irrégularité, 2 jours au lieu d'1. C'est le temps qu'aura mis les candidats pour achever leur examen. Une situation qui n'est pas au goût de tous les candidats. C'est d'arriver ici aux environs de 6h30. Pour attendre, pour commencer les compositions, on a terminé les compositions, c'était à 9h30. Et depuis 9h30 jusqu'à aujourd'hui, on a 17h30. 18h. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il convient cependant de se demander si la légèreté qui entoure l'organisation de cet examen au Cameroun n'est pas l'une des causes de la croissance du nombre d'accidents sur les routes au Cameroun. La qualité des produits phytosanitaires est en discussion à Yaoundé. 64 demandes d'homologation viennent d'être reçues par la Commission nationale. Cette commission doit s'assurer notamment de la non-toxicité des produits avant de se prononcer. Les détails dans ce reportage signé Marcelin Gangsop. L'utilisation des pesticides ne fait pas que du bien, surtout lorsque leur qualité laisse à désirer. L'année passée, on a eu des produits phytosanitaires de mauvaise qualité, surtout dans la région du sud-ouest, qui ont porté un grand coup sur nos produits de base comme le cacao et les produits agricoles. Il s'agit des produits qui pénètrent dans les plantes et qui peuvent être impropres à la consommation. Si un produit qu'on vous vend qui n'est pas de bonne qualité, vous le consommez, vous courez le risque d'avoir des résidus dans vos cultures. Et qui dit résidus dit forcément accumulation dans l'organisme et vous aurez des maladies du type cancer du côlon, cancer de l'estomac et autres. Depuis 1990, le Cameroun s'est doté d'une réglementation phytosanitaire, ce qui a permis jusqu'ici de mettre sur le marché camerounais une gamme complète de 492 formulations de produits phytosanitaires moins toxiques et plus respectueux pour l'environnement. Une de nos missions importantes, c'est la protection des consommateurs. Donc nous sommes ici pour nous assurer que les produits phytosanitaires importés au Cameroun sont de bonne qualité, sont importés sous des conditions normales respectant les textes de la République. Au cours de cette 18e session de la Commission nationale d'homologation des pesticides, 64 dossiers ont été examinés. Il s'agit pour certains cas des demandes d'homologation et pour d'autres, des demandes de renouvellement de celles-ci. C'était pratiquement impossible pour les ministères d'identifier des produits qui sont falsifiés ou pas. Les ministres viennent d'acquérir un important lot de matériel de haute gamme pour le laboratoire. Et ce laboratoire est mis en place. Avec les contrôleurs formés, avec les instruments techniques, le ministère va passer maintenant là un contrôle. Et je peux vous assurer que d'ici 2-3 semaines, vous allez commencer à avoir des résultats. Autant de mesures prises par le gouvernement pour garantir la qualité des produits phytosanitaires en circulation au Cameroun et partant la qualité des récoltes.
La cybercriminalité en débat à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le phénomène, quant à lui, continue de prospérer, notamment dans la ville de Douala, où des gérants de cybercafés disent n'avoir pas beaucoup de marge de manœuvre pour exercer une véritable surveillance quant à l'accès des enfants dans ces espaces. Flavien Valondongo. Selon des observateurs, Internet se présente comme l'arme de destruction mentale des jeunes. Si la plupart des foyers comprenant des jeunes de 11 à 17 ans sont bien équipés en matière de connexion sur la toile, il convient de souligner que peu d'entre eux possèdent un système de contrôle parental installé sur l'ordinateur familial. Internet a une certaine liberté, une certaine porosité qui permettent aujourd'hui que n'importe qui peut accéder à n'importe quel espace cybernétique. Maintenant, on a mis sur pied ce qu'on peut appeler un contrôle antiparental qui empêche que certains sites malveillants ne puissent être accédés. Dans les cybercafés, le caractère commercial des activités sur Internet ne facilite pas toujours le contrôle des contenus pour les adolescents qui sont de plus en plus exposés à la cybercriminalité. Moi, généralement, c'est pour des recherches, pour communiquer, c'est pas pour faire autre chose en général. Certains employés de ces espaces commerciaux recommandent que ces jeunes se fassent accompagner dans les cybercafés par des adultes. Il faut qu'ils soient accompagnés d'une personne adulte afin que nous puissions leur permettre d'accéder au cyber. Quand ils ne sont pas accompagnés, moi personnellement, je leur demande de partir. Ce qui n'est généralement pas le cas de nos jours. Ainsi, ils sont exposés à toute tentative. Si il y a des sites protégés, mais j'en ai connu des filles, une mineure qui a volé la carte bancaire de son papa pour pouvoir visualiser ce qui n'est pas à son niveau. En effet, l'accès à Internet par des adolescents devrait respecter une certaine norme à domicile comme dans des cybercafés, ce qui permettrait d'éviter les dérives qui détournent plusieurs jeunes de leur objectif. Et maintenant, cette question de mœurs à l'école. Les établissements scolaires ne sont pas des lieux où se gère la question de la puberté. Pour beaucoup d'enseignants, c'est la conséquence négative de cette dernière qui intéresse l'école. Des formateurs pensent que les règles sociales et religieuses devraient être inculquées aux enfants par leurs parents pour éviter le pire. Danny Warren Zede et Serge Alain Otto. Alors que les lampions de l'année scolaire 2012-2013 s'apprêtent à s'éteindre, la communauté éducative se trouve devant les feux des projecteurs suite au dérapage d'une élève de classe de 6e, conséquence d'une puberté non canalisée. Dans les milieux scolaires, comme ici au lycée Jos de Douala, le proviseur Luison Djombonguin avoue qu'il est difficile d'associer les enseignements à l'éducation à la vie. Nous ne gérons pas la puberté, mais nous pouvons gérer les conséquences dues à la puberté, et surtout quand les conséquences sont négatives, dans ce sens que la puberté perturbe le jeune garçon ou la jeune fille qui ne prend plus ses études très au sérieux, a l'impression que les yeux des hommes ou des femmes, selon le sexe de l'élève, deviennent plus importants et qu'il faut leur accorder plus d'importance que l'école. Dans les établissements privés confessionnels, à l'instar du collège Alfred Sacker, à côté des enseignements classiques qui participent à l'instruction, un accent particulier est mis sur l'accompagnement spirituel des élèves. Un cours est dispensé dans cet établissement à cycle complet à tous les niveaux d'enseignement par une demi-dizaine de pasteurs. Ils ont des cours d'enseignement religieux et aussi des cultes hebdomadaires qui permettent à l'enfant d'éviter, n'est-ce pas, de faire certaines choses, en dehors de surtout la discipline qui est aussi très rigoureuse. Donc cet enseignement leur permet de craindre Dieu, avoir la paix de Dieu et de respecter autrui. Une chose qui n'est pas toujours respectée au regard des actes répréhensibles que posent quotidiennement les élèves dans les établissements scolaires. Pour les formateurs, les responsabilités partent de la cellule familiale. L'école subit plutôt les contre-coups de la démission des parents et de la mauvaise éducation très approximative, sinon nulle, que les parents donnent à leurs enfants aujourd'hui. Il y a des enfants à 15 ans qui vont en boîte de nuit avec l'autorisation des parents. Même quand ils n'en donnent pas d'autorisation, ils sont en boîte de nuit, ils rentrent, ils ouvrent leurs portes. Milieu scolaire et cellules familiales, toujours de santé.
Et de la santé dans ce journal, notons que le plateau technique des hôpitaux camerounais est peu optimal pour la prise en charge des opérations chirurgicales cardiaques complexes. Le constat est de la deuxième mission cardiovasculaire venue de Belgique. Des spécialistes belges étaient en mission d'intervention humanitaire au Cameroun, John Imperk et Flore Tanko-Bensi. Adjara Ali se sent plus que jamais vivante. 6 mois après que la jeune fille de 22 ans a subi une chirurgie cardiaque à l'hôpital général de Douala, rien n'est plus comme avant. Avant, je m'étouffe, je n'arrive pas à marcher, je me fatigue vite. Maintenant, je n'ai rien. Cette jeune fille souffrait d'une communication interauriculaire, c'est-à-dire avait un trou au niveau du cœur. Il a fallu une mission chirurgicale avec des spécialistes venus de la Belgique pour qu'elle recouvre sa santé. Ça veut dire qu'il faut toute une série de machines qui permettent d'oxygéner le sang de la patiente ou du patient qui est opéré pendant qu'on fait l'opération. Parce que le cœur, en fait, il est au repos à ce moment-là. Et donc ça, c'est vrai qu'on a besoin d'apporter en fait le matériel de Belgique pour ça, pour le faire dans des circonstances optimales. Ce type de chirurgie cardiaque est une opération complexe, difficile à réaliser pour le moment dans les hôpitaux camerounais au vu des limites du plateau technique. Le plateau est correct, mais il faut l'optimiser encore. Parce que par exemple, pour les pacemakers qu'on a mis ici, il faut avoir les pacemakers. Il faut pouvoir les contrôler. Donc il y a toute une série de choses qu'il faut encore optimiser. Des spécialistes camerounais de la chirurgie cardiaque se montrent malgré tout optimistes quant à l'avenir. Ils disent compter sur l'aide des partenaires. Le plateau technique satisfait, c'est un peu trop dit, mais avec l'équipe belge, il nous aide beaucoup dans cette amélioration du plateau technique. Toujours est-il que le déficit du plateau technique dans les hôpitaux camerounais n'est pas sans conséquence sur l'avenir des patients. Actualité au-delà de nos frontières en une seule escale, c'est aux États-Unis d'Amérique. Djokan Stanaev, le jeune homme de 19 ans accusé dans l'attentat de Boston, aurait affirmé que son frère aîné était le cerveau des attaques et qu'ils ont agi seuls. Un début de réponse une semaine après les attaques qui ont tué 3 personnes. Des détails avec nos confrères de TVC Monde. Il aurait pris une balle dans le cou et était donc muet depuis son arrestation. Mais Djokhar Tsarnaev aurait apparemment retrouvé ses esprits, suffisamment en tout cas pour répondre aux enquêteurs par des mouvements de tête. Des extraits de cet interrogatoire ont à présent filtré. Si à un moment ou un autre je dis quelque chose que vous ne saisissez pas, interrompez-moi et signalez-le, est-ce clair? Le suspect acquiesce de la tête. À 19 ans, Djokhar Tsarnaev est donc accusé du pire attentat depuis le 11 septembre 2001. Sur son lit d'hôpital, il a donc été inculpé d'assassinat avec arme de destruction massive. Vous pouvez vous payer un avocat? Non. À l'issue de cet interrogatoire, le juge chargé de l'enquête aurait estimé que le jeune poseur de bombes présumé est désormais suffisamment conscient pour répondre à la justice. Le suspect est alerte, capable mentalement et lucide. On ne sait toujours rien sur les motivations des auteurs présumés des attentats de Boston. Radicalisation islamiste, frustration sociale, la question reste entière, mais au domicile des frères Tsarnaev, 3 autres bombes artisanales auraient été retrouvées. Et je suppose que la seule raison pour laquelle quelqu'un est en possession de ce genre d'engin est pour perpétrer d'autres attaques et faire plus de morts et de destruction. Ceci est une casserole à pression tout à fait identique à celle utilisée par les terroristes du marathon de Boston. 3, 2, 1. On se rend compte de la puissance considérable de l'explosion. Ces bombes artisanales truffées de boulons provoquent des dégâts considérables. Ces boulons vont plus vite que la vitesse du son. Ils vous touchent avant que vous n'ayez entendu l'explosion. À Boston et dans le reste des États-Unis, alors que 50 des 200 blessés des attentats sont toujours hospitalisés, le pays s'est figé pour plusieurs minutes en hommage aux victimes.
Et du sport pour refermer la première partie de ce journal. Atta Robert, candidat déclaré à la présidence de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Le directeur technique national adjoint a dévoilé quelques-unes de ses ambitions au cours d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il entend notamment moderniser les infrastructures sportives qui ne collent pas, selon lui, à la professionnalisation souhaitée du football camerounais. Je vous propose d'écouter Atta Robert au micro d'Equinox Télévision. Le ministre du Sport et de l'Éducation physique est en train de faire une consultation maintenant avec les gens du corps du métier. Donc j'attends qu'ils finissent et je prends les résultats pour harmoniser avec tout ce que j'ai prévu. Et je pense que dans l'un de mes projets, la première chose, c'est après le 25 ou c'est le 26, moi, je vais commencer à arrêter d'abord le premier projet que l'ancien bureau de la Fédé voulait construire le siège pour prendre l'argent pour investir dans les infrastructures. Quand je parle des infrastructures, on est en train de jouer le professionnalisme actuellement et que ce n'est pas normal qu'on joue le football maintenant et on appelle professionnalisme sous la terre et sous la boue. Donc je vais mettre le gazon artificiel sur cette stade, le reste du stade du Cameroun. Je pense que j'ai le profil et j'ai déjà déclaré ma candidature. J'attends maintenant les élections au niveau régional qui va se passer entre vendredi et samedi. Je voulais d'abord commencer. Voilà. Discours de campagne. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif. La santé nous préoccupe dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Nous parlerons du plateau technique camerounais avec le docteur Jules Ebombo. Bonsoir. Vous êtes le président national du syndicat des médecins du privé du Cameroun. Merci d'avoir accepté ce plateau. Vous avez suivi certainement tout à l'heure le reportage qu'on a diffusé sur l'insuffisance du plateau technique camerounais quant à la prise en charge des opérations chirurgicales cardiaques complexes. La question, c'est que combien de temps va-t-on encore attendre pour que le Cameroun, notre pays, soit autonome dans ce genre, dans ce type d'intervention? Merci d'abord de m'avoir invité. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de temps, on ne va pas attendre, on ne peut pas attendre. Le vrai problème, c'est une question de volonté. Si nous voulons que nos hôpitaux soient bien équipés, il faut y mettre les moyens. Or, la santé, le matériel médical coûte très cher. Et si on veut acheter du matériel médical, on pourra acheter du matériel médical. On peut obtenir de certains pays amis, de certains partenaires, la possibilité d'un matériel qui ne coûte pas très cher. Mais il faut y mettre les moyens. C'est une question de volonté. Alors, lorsque vous parlez de volonté, est-ce que vous voulez parler de la volonté politique? Est-ce que vous vous adressez au pouvoir public? Absolument, absolument. Je m'adresse au pouvoir public, je m'adresse même au pouvoir privé, parce que la médecine aujourd'hui, on ne peut pas simplement la laisser entre les mains du pouvoir public, ils ne pourront pas s'en sortir. Même des privés peuvent acheter du matériel, mettre à disposition des malades du Cameroun, et absolument comble le fossé. Comme le fossé. C'est un fossé abyssal avec les autres. Est-ce que c'est une illusion de penser aujourd'hui que les soins de santé coûtent cher? Dans tous les cas, ce que retorque le secteur privé, c'est que le matériel médical coûte cher, surtout quand il faut l'importer et que le taux d'imposition est très élevé par rapport au dédouanement du matériel médical. Pour ce qui est de matériel qu'on importe, le taux peut être plus bas. Il peut être plus bas pour qu'on puisse le dédouaner plus facilement. Aujourd'hui, il y a un taux d'imposition qui n'est pas le même que dans d'autres secteurs, mais dans le secteur médical, ce matériel, le taux doit être encore revu à la baisse pour que nous puissions importer du matériel facilement, pour que nous puissions obtenir des abattements importants
Sinon, nous allons toujours rester dans le vert gris, qui n'est pas une bonne situation pour nous. Nous préférons avoir un taux d'abattement encore un peu plus bas. Si je prends un taux qui me vient à la tête, je dis si on faisait 10% pour le matériel médical, ce serait assez intéressant pour l'importation de matériel médical. Alors, mais est-ce qu'au sein du syndicat, il n'est pas secourable aujourd'hui que vous commenciez à militer même pour la taxation au chiffre zéro? Effectivement, nous avons été entendus une fois lorsque nous avons dit que nous ne voulons plus de TVA sur les actes que nous posons, parce que tout était taxé. Il y avait une TVA sur la consultation, il y avait une TVA sur les chirurgies, il y avait une TVA partout. Les pouvoirs publics nous ont entendus. Ils ont enlevé cette TVA, ce qui fait que nous ne payons plus de TVA sur ces actes-là. Il en est de même de la douane, qui peut aussi nous entendre et dire, bon, très bien, nous voulons que le matériel médical ne soit plus taxé. Vous ne pouvez pas faire venir une radio qui vous coûte une fortune ou un scanner qui vous coûte une fortune, et puis en plus que la taxe vienne s'ajouter dessus, mais vous ne pouvez pas payer. D'où le nombre de scanners qui est très faible au Cameroun, d'où le nombre de matériel de pointe qui est faible. Mais si nous avions la possibilité de mettre un taux zéro, alors il y aurait beaucoup plus de matériel. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre la cherté des soins de santé au Cameroun et puis le coût élevé de l'importation, par exemple, du matériel médical? Pas seulement, parce que le matériel médical est déjà un matériel, c'est cher. C'est pas un matériel qu'on acquiert au coin de la rue, c'est un matériel qui est élaboré. Donc, par conséquent, lorsque vous importez du matériel, je prends un exemple comme ça parmi tant d'autres. Si vous prenez un scanner, par exemple, un scanner ou un scanner que vous importez à 300 millions, si la douane vient par-dessus, vous serez autour de 400-500 millions. Donc, si on peut mettre un taux zéro pour que ce matériel soit plus bas, le prix soit plus bas, ce serait très intéressant. Et en même temps, à ce moment-là, les prix de l'acte suivra et puis pourra aussi baisser en conséquence. Ben, vous avez reconnu tout à l'heure que le taux d'imposition dans le secteur est quand même l'un des plus bas. Est-ce qu'aujourd'hui, la cherté des soins de santé ne s'explique pas, surtout dans le secteur privé, par le fait que vous, acteurs du secteur privé, avez voulu faire de cette activité une activité lucrative? Il va de soi que c'est une activité. La santé a un coût. La santé n'a pas de prix, c'est vrai, dit-on, mais la santé a un coût. Vous ne pouvez pas passer 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans d'études sur les bancs pour venir ensuite vous asseoir et dire « ne me payez pas ». Ce n'est pas possible. Comment faites-vous? Vos camarades qui étaient avec vous... Vous avez prêté le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate ne veut pas dire ne pas pouvoir vivre. Il faut pouvoir vivre. Mais qu'est-ce que vous pensez d'abord? Vous pensez à quoi d'abord? Sauver des vies? Non, vous pensez d'abord, votre serment vous permet, vous dit, soignez d'abord. Et ensuite, demandez la juste rétribution de vos soins. Mais non, ça ne veut pas dire que vous devez vous asseoir et puis que chaque malade qui vient, qui dit merci et au revoir. Non. Et puis vous avez des investissements que vous avez faits. Vous avez fait des investissements. Comment vous voulez rentabiliser ces investissements si personne ne vous paye? À la limite, dites ce qu'on pourrait aussi demander, comme vous le dites si bien, demander une subvention de la part de l'État aux médecins privés. Parce que les médecins privés, ils investissent de leur propre argent, ils mettent leurs connaissances au développement de la médecine. Vous n'allez pas leur demander ensuite de dire, bon, très bien, puisque je suis médecin, tout ça, je vous donne ça gratuitement. Ce n'est pas possible. Alors, mais vous revendiquez la juste rétribution, alors qu'il y a quelques années, on se souvient, vous avez procédé au relèvement des prix de consultation sans qu'une motivation particulière soit intervenue. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Une motivation. Les frais de consultation sont passés pratiquement du simple au double. Je vais vous dire tout de suite. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, l'essence a augmenté, l'électricité a augmenté, tous les denrées alimentaires ont augmenté, et que vous restiez toujours au même tarif d'il y a 16 ans.
Ce n'est pas possible. Sinon, vous êtes appelé à mourir. D'ailleurs, beaucoup de médecins aujourd'hui sont clochardisés pour ça. Ce n'est pas parce qu'on a augmenté, on devait l'augmenter un peu plus d'ailleurs. Plusieurs médecins pensaient qu'il fallait la mettre au même taux que les autres pays de la sous-région. Je vous dirais que la consultation au Gabon à 20 000, la consultation médicale. Je vous dirais qu'en Côte d'Ivoire, la consultation est à 19 000. Hein? Même les tout petits les pays. La Côte d'Ivoire qui n'a pas le même PIB que le Cameroun. Même les pays les moins nantis font une consultation qui dépasse déjà 15 000. Alors, à plus forte raison, le Cameroun. Et puis le Cameroun, ce n'est pas un petit pays. Il y a beaucoup d'argent. Il y a de l'argent au Cameroun. Mais il faut le mettre là où il faut. Alors, mais décidément, c'est le Camerounais qui est le véritable dindon de la farce. Vous êtes maintenu dans cette allure malgré les injonctions des pouvoirs publics? Ah, si vous dites injonction du pouvoir public, moi, le président du syndicat, j'en ai pas beaucoup vu. Hein. Injonction du pouvoir public, je n'ai pas beaucoup vu d'injonction. Nous avons négocié, nous avons discuté avec les pouvoirs publics, nous leur avons expliqué le bien fondé de cette augmentation, en disant que l'augmentation tient du fait que ça fait 16 ans que les prix des consultations et des actes médicaux n'avaient pas bougé. Alors 16 ans, vous mettez l'inflation à quel endroit, vous mettez l'augmentation des prix à quel endroit, même le matériel que vous achetez il y a 15 ans n'a plus le même prix. Le matériel ne baisse pas et au contraire, le prix augmente. Donc, à mon avis, il n'y a pas du tout d'inadéquation entre ce que nous avons fait et les constatations que nous faisons aujourd'hui. Je ne pense pas. Je pense qu'à la limite, comme je vous disais, peut-être que les pouvoirs publics nous viendront en aide pour nous ajouter, pour donner une petite subvention, ou je ne sais pas, pour mettre des exonérations partout où nous allons. Vous savez qu'un médecin travaille avec sa voiture. Il n'a ni l'exonération sur l'essence, ni sur l'achat de la voiture, il n'a l'exonération sur rien du tout. Je prends un exemple que je connais bien, celui de la France. Quand un médecin a fait 20, 30 000 km par an, ben, on lui dit, mais on fait une exonération sur le prix de l'essence. On lui fait un abattement d'impôt. Alors, docteur Julie Bumbo, comment est-ce que vous appréciez les politiques publiques en matière de santé au Cameroun? Vous savez, la santé... Est-ce que le Cameroun fait des efforts en la matière? Oui, le Cameroun... Est-ce qu'il y a davantage à faire? Le Cameroun fait des efforts. Le Cameroun fait des efforts. Je me souviens d'une époque où je devais discuter des problèmes de santé du Cameroun avec les autres groupes. Et j'avais évoqué la possibilité, l'absence d'hémodialyse dans le nord du Cameroun. Dans le nord, dans l'extrême nord, dans l'ouest. Vous savez qu'à ce moment-là, la personne devait partir de Maroua pour aller se faire dialyser à Yaoundé. Or, la dialyse, ce n'est pas un acte qu'on fait tout de suite et on repart. La dialyse, c'est un acte qu'on fait de manière régulière. Et pour faire des actes régulièrement, il faut que la famille soit à côté. Vous voyez donc ce monsieur avec une hémodialyse, partant de Maroua avec toute sa famille pour venir habiter Yaoundé. Ce qui revient énormément cher. Alors, j'avais évoqué le problème, et aujourd'hui, je me réjouis que, bon, monsieur Mamafouda, le ministre de la Santé, a pris le problème à bras le corps et a mis une hémodialyse à Maroua, à Garoua et que sais-je encore, dans l'ouest, dans le nord-ouest. Donc, il y a des progrès, mais la médecine, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Plus on avance, plus on dépense, parce que plus on avance, plus le matériel change, plus les actes, on découvre des nouvelles techniques, et ces nouvelles techniques ne sont pas à la portée de tout le monde. En plus, est-ce qu'il n'est pas indiqué aujourd'hui qu'au Cameroun, qu'on introduise un tiers payant, par exemple les assurances, pour que ce soit moins coûteux pour le contribuable camerounais ou alors pour le citoyen camerounais? Est-ce qu'on ne devrait pas systématiser cela? Monsieur Mahop, je dois vous avouer que mettre une assurance maladie au Cameroun, ce n'est pas une mince affaire. Prenez un pays comme la France qui a la sécurité sociale. Et cette sécurité sociale, ben, elle est déficitaire, hein? Elle est toujours déficitaire. Et chaque jour, le fossé se creuse. C'est pour vous dire que même l'assurance, et combien de gens peuvent payer une assurance véritable? Il n'y en a pas beaucoup. Sauf si nous disons que nous avons peut-être une chance dans la mutualisation de nos moyens pour que nous puissions au moins faire le minimum qu'on peut exiger. Mais si nous allons vers une sécurité sociale type tout ouverte, nous n'y avons jamais. Et combien d'employés au Cameroun pour pouvoir payer? Très peu.
Très peu de moyens. Vous avez compris. Merci, docteur Jules Ebombo. Vous êtes le président national du syndicat des médecins du secteur privé au Cameroun. Merci d'avoir accepté ce plateau, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous reviens demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.